Le millionnaire en fauteuil roulant tombe sous la pluie, sans issue. Une petite mendique apparaît et change son destin. 10 jours plus tard, un choc inattendu les réunit à nouveau. Qu'a-t-elle fait? La vérité va te surprendre. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. La pluie martelait les rues vides de Paris avec une fureur implacable, transformant les avenues habituellement animées en canyons déserts d'acier et de verre. À travers l'averse, une petite silhouette se faufilait entre les ombres des immeubles imposants, sa veste élimée offrant peu de protection contre le froid mordant. Sophie, âgée de seulement 11 ans, avait appris à se rendre invisible, aux yeux indifférents des passants. Mais ce soir-là, quelque chose la fit s'arrêter net. À travers le rideau de pluie, elle aperçut un fauteuil roulant renversé près de l'intersection de la rue de Rivoli. À côté gisait un homme, son costume coûteux maintenant trempé et boueux, son visage tordu de douleur. Les piétons se hâtaient, leur parapluie formant une barrière entre eux et la scène troublante qui se déroulait devant eux. Sophie hésita un instant avant de s'approcher de l'étranger tombé. « Monsieur » appela-t-elle doucement, sa voix presque noyée par le tonnerre de la pluie. « Vous m'entendez » Les yeux de l'homme s'ouvrirent, révélant une nuance de vert saisissante qui semblait percer à travers la pénombre. Ses cheveux argentés étaient plaqués sur son front, et malgré sa détresse évidente, il y avait quelque chose de digne dans son maintien. « S'il vous plaît, » murmura-t-il, sa voix à peine audible, « aidez-moi. » Sophie regarda autour d'elle, espérant attirer l'attention de quelqu'un. Mais les rares personnes dans la rue évitaient délibérément son regard. Puisant dans une force qu'elle ne se connaissait pas, elle parvint à redresser le fauteuil roulant et avec un effort considérable, aida l'homme à y reprendre place. Sa peau était anormalement chaude malgré la pluie froide et sa respiration était laborieuse. « Vous avez besoin d'un abri », déclara Sophie, prenant le contrôle de la situation avec une maturité qui démentait son jeune âge. Elle connaissait un endroit, un coin caché sous le pont Alexandre III où elle cherchait parfois refuge. Ce n'était pas grand-chose, mais cela les garderait au sec. Alors qu'elle poussait le fauteuil roulant à travers les rues glissantes de pluie, l'homme oscillait entre conscience et inconscience, marmonnant des fragments de phrases qui n'avaient guère de sens. « Ils arrivent. Il faut protéger. L'héritage. Empoisonné. » Ces paroles envoyèrent un frisson dans le dos de Sophie qui n'avait rien à voir avec ses vêtements mouillés. L'abri sous le pont était rudimentaire mais efficace. Un assemblage de palettes de transport abandonnées disposées pour former un toit et des murs de fortune, doublés de cartons et de vieilles couvertures que Sophie avait récupérées au fil du temps. Elle manœuvra le fauteuil roulant dans l'espace sec et utilisa sa seule couverture de rechange pour couvrir l'homme grelottant. Dans la faible lumière filtrant à travers la structure du pont, Sophie étudia son compagnon de plus près. Malgré son apparence débraillée, tout chez lui parlait de richesse, de son fauteuil roulant sur mesure à ses chaussures en cuir italien. Que faisait quelqu'un comme lui seul dans cette partie de la ville pendant un orage? Les yeux de l'homme s'ouvrirent soudainement, et il saisit le poignet de Sophie avec une force surprenante. « Ils vont me trouver » haleta-t-il, ses yeux verts, fous de fièvre. « Ils pensent que je suis parti, mais j'ai survécu. » Son emprise se relâcha alors qu'il retombait dans l'inconscience, laissant Sophie avec plus de questions que de réponses. Au fil de la nuit, son état se détériora. La fièvre semblait monter et sa respiration devint plus laborieuse. Sophie savait qu'elle avait besoin d'aide, mais à qui pouvait-elle faire confiance? Les hôpitaux poseraient trop de questions, et quelque chose lui disait que c'était exactement ce que cet homme mystérieux essayait d'éviter. Aux premières heures du matin, lorsque la pluie commença enfin à s'atténuer, Sophie prit une décision. Il y avait un couple âgé, les Dupont, qui tenait une petite épicerie à proximité. Ils lui avaient déjà montré de la gentillesse, lui offrant de la nourriture quand elle n'avait rien à manger. S'il y avait quelqu'un qui aiderait sans poser trop de questions, ce serait eux. « Je reviendrai », chuchota-t-elle à l'homme inconscient, bien qu'elle ne fût pas sûre qu'il pût l'entendre. « Tenez bon encore un peu. » Alors que Sophie se glissait dans l'obscurité précédant l'aube, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle avait trébuché sur quelque chose de bien plus grand qu'elle. Les paroles fiévreuses de l'homme résonnaient dans son esprit, et elle se surprit à s'interroger sur l'étrange coup du sort qui les avait réunis.
Ce qu'elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'était que cette rencontre fortuite sous la pluie allait changer sa vie à jamais. L'homme dans le fauteuil roulant était bien plus qu'une autre âme perdue dans la ville qui ne dort jamais. Il portait des secrets que des gens puissants tueraient pour protéger, et maintenant, sans le savoir, Sophie était devenue partie intégrante de son monde dangereux. Mais il y avait autre chose, quelque chose dont aucun d'eux ne se rendait encore compte. Le lien entre eux allait bien au-delà de celui de sauveteur et de sauvé. C'était un lien forgé dans le sang et la perte, caché sous des années de tromperie et de mensonges, attendant d'être découvert. La cloche au-dessus de la porte de l'épicerie du coin des Dupont tinta doucement lorsque Sophie la poussa, en voyant une lumière jaune chaude se déverser sur le trottoir mouillé. Marthe Dupont leva les yeux de ses mots croisés, son visage bienveillant se plissant d'inquiétude à la vue de la fillette trempée. « Sophie, ma chérie, que fais-tu dehors à cette heure ?» Marthe se précipita autour du comptoir, tendant déjà la main vers une serviette propre qu'elle gardait pour les urgences. Son mari Georges émergea de l'arrière-boutique, son visage buriné montrant une inquiétude égale. « S'il vous plaît, » haleta Sophie, encore essoufflée d'avoir couru. « J'ai besoin de votre aide. Il y a un homme. Il est malade. Très malade. Il a besoin d'aide, mais je ne pense pas qu'il puisse aller à l'hôpital. » Les Dupont échangèrent un regard significatif que Sophie ne put tout à fait interpréter. La main de Marthe trembla légèrement lorsqu'elle demanda « Cet homme, est-il en fauteuil roulant ?» Les yeux de Sophie s'élargirent. « Comment le savez-vous » Georges s'avança pour retourner l'écriteau du magasin sur « Fermé » et tira les stores. « Où est-il maintenant » Sa voix était urgente, mais douce. « Sous, Calepon, dans mon abri » répondit Sophie, de plus en plus confuse par leur réaction. « Vous le connaissez ?»« Nous le connaissons de réputation », dit prudemment Marthe, rassemblant déjà des fournitures dans un sac. Bandages, bouteilles d'eau, médicaments en vente libre. « Georges, prends la voiture. » Le trajet jusqu'au pont fut tendu de mots non dits. Sophie était assise à l'arrière, observant Marthe et Georges communiquer par des regards et des gestes subtils, partageant clairement une compréhension à laquelle elle n'avait pas accès. La pluie s'était atténuée en une bruine légère, et les premières lueurs de l'aube commençaient à colorer le ciel à l'est. Lorsqu'ils atteignirent l'abri, ils trouvèrent l'homme conscient, mais délirant. Sa peau brûlait de fièvre, et sa respiration était superficielle et rapide. Marthe prit immédiatement les choses en main, ses mouvements sûrs et expérimentés, suggérant une connaissance médicale qui semblait en contradiction avec son rôle de commerçante. « C'est comme nous le craignions, Georges, » murmura Marthe, examinant les pupilles de l'homme. « Il a été empoisonné. »« Empoisonné » répéta Sophie, sa voix faible dans l'immensité sous le pont. Georges posa une main rassurante sur son épaule. « Tu as bien fait de nous amener ici, Sophie. Nous avons attendu que quelque chose comme ça se produise. Nous surveillions. Nous protégions. » Marthe administra plusieurs injections à partir d'une trousse médicale qu'elle avait apportée. Ses mouvements précis et confiants. « Cela aidera à contrer le poison, » expliqua-t-elle. « Plus à l'homme malade qu'à Sophie. Comme avant, vieille amie, nous n'avons pas oublié notre promesse. » Alors que les médicaments commençaient à faire effet, de la respiration de l'homme s'apaisa et sa fièvre commença lentement à baisser. Ses yeux, lorsqu'ils s'ouvrirent, étaient plus clairs maintenant, se concentrant d'abord sur Marthe et Georges avec reconnaissance, puis sur Sophie avec une intensité qui la fit reculer. « Merci », chuchota-t-il, sa voix rauque mais plus forte. « À vous tous. » Son regard s'attarda sur Sophie, un étrange mélange d'émotions jouant sur son visage, gratitude, émerveillement et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Nous devons vous emmener dans un endroit plus sûr, » dit Georges, consultant sa montre. « La clinique est toujours opérationnelle. Hélène la maintient prête, juste au cas où. » L'homme hocha faiblement la tête, puis se tourna à nouveau vers Sophie. « Viendrez-vous avec nous ?» demanda-t-il, et il y avait une qualité presque désespérée dans sa requête. « Je me sens plus en sécurité avec vous près de moi. » Sophie regarda les Dupont, qui hochèrent tous deux la tête avec encouragement. « Tu fais partie de tout cela maintenant, ma chérie, » dit doucement Marthe, « bien que je soupçonne que tu l'aies toujours été. » Alors qu'ils aidèrent l'homme à monter dans la voiture de Georges, Sophie remarqua quelque chose qui lui coupa le souffle. Sur sa main droite, partiellement cachée par sa manche,
il y avait une cicatrice, un motif distinctif qui semblait étrangement familier. Elle avait vu cette même marque auparavant, chaque jour de sa vie quand elle regardait sa propre main. La ville commençait à s'éveiller autour d'eux, alors qu'ils roulaient dans les rues progressivement éclairées. Sophie était assise à l'arrière à nouveau, cette fois à côté du fauteuil roulant, que Georges avait plié et rangé partiellement dans le coffre. L'homme s'était assoupi, sa respiration enfin régulière et stable. Marthe se retourna sur son siège pour regarder Sophie, ses yeux remplis de larmes. « Il y a tellement de choses que tu dois savoir, ma chérie, tellement de choses qui ont été cachées pour te protéger. Mais pour l'instant, sache simplement que tu as fait bien plus que sauver une vie cette nuit. Tu as mis en mouvement des événements qui vont tout changer. » Sophie toucha distraitement sa cicatrice, jetant des coups d'œil à la marque identique sur la main de l'homme endormi. Un sentiment étrange grandissait dans sa poitrine, un mélange de peur et d'excitation, comme si elle se tenait au bord de la découverte de quelque chose d'énorme. La cicatrice qu'elle avait toujours cru provenir d'un accident d'enfance semblait soudain être quelque chose de plus, un signe, une connexion, une clé pour déverrouiller un mystère dont elle n'avait même pas connaissance. Alors qu'ils traversèrent la ville qui s'éveillait, Sophie ne pouvait se défaire du sentiment que sa vie telle qu'elle la connaissait avait pris fin au moment où elle avait repéré ce fauteuil roulant renversé sous la pluie. Elle se dirigeait maintenant vers quelque chose de nouveau, quelque chose à la fois terrifiant et merveilleux. Et d'une manière ou d'une autre, inexplicablement, elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. La clinique n'était rien de ce que Sophie avait imaginé. Cachée derrière la façade banale d'un entrepôt abandonné, dans le 13e arrondissement, elle se révéla être une installation étonnamment moderne une fois qu'ils eurent franchi plusieurs niveaux de sécurité. Une femme d'une 60aine d'années, que Georges appela Hélène, les accueillit avec l'efficacité d'une professionnelle chevronnée et la chaleur d'une vieille amie. Alexandre, haleta Hélène quand elle vit l'homme dans le fauteuil roulant, son comportement composé se fissurant légèrement. Après toutes ces années, son regard se porta sur Sophie et ses yeux s'élargirent. « Et tu dois être… » Elle s'interrompit, échangeant des regards rapides avec les Dupont. « Sophie !» fournit la jeune fille, de plus en plus frustrée par tous ces regards lourds de sens et ces phrases inachevées qui semblaient tourbillonner autour d'elle. « Je m'appelle Sophie. » Le sourire d'Hélène était doux mais teinté de tristesse. « Bien sûr que c'est toi, venez, installons-le. » La salle d'examen était équipée de matériel médical de pointe qui bourdonnait doucement en arrière-plan, pendant qu'Hélène effectuait des tests sur Alexandre. C'était étrange d'avoir enfin un nom à lui donner. Marthe conduisit Sophie dans une zone d'attente confortable. La femme âgée sortit un sac contenant des vêtements propres et secs, exactement à la taille de Sophie, comme s'il l'attendait. « Comment saviez-vous » demanda Sophie, touchant le tissu doux d'un pull bleu. « Pour ma taille, je veux dire. Pour tout ça. » Marthe s'assit à côté d'elle, son visage bienveillant devenu sérieux. « Nous veillons sur toi depuis des années, ma chérie. De loin, mais toujours présent. Ce n'était pas sûr d'être plus proche. » Elle toucha doucement la main marquée de Sophie. « Cette marque, ce n'est pas juste une cicatrice. C'est une tache de naissance, une très spéciale. » La tête de Sophie tournait avec des questions. « Mais j'ai toujours été seule, dans les foyers d'accueil, dans la rue. »« Tu n'as jamais été vraiment seule, » corrigea doucement Marthe. « Il y avait des arrangements, des gens qui s'assurèrent que tu restes en sécurité, même s'ils ne pouvaient pas se révéler. Les foyers d'accueil qui semblaient mystérieusement fermés juste quand les choses devenaient trop difficiles. Les gangs de rue qui te laissaient étrangement tranquille. La nourriture qui apparaissait quand tu étais le plus désespéré. Rien de tout cela n'était dû au hasard. » Dans la salle d'examen, on pouvait entendre Hélène et Alexandre parler à voix basse et urgente. Sophie captait des fragments de leur conversation, des mots comme « protocole de sécurité » et « plan de contingence » et « l'héritage ». « Ta… Chez mère » continua Marthe, sa voix à peine plus qu'un murmure, était l'une des femmes les plus courageuses que j'ai jamais connues. Elle savait que te garder caché était le seul moyen de te protéger. Même si cela signifiait, sa voix se brisa. « Ma mère ?» Le cœur de Sophie s'emballa. « Mais on m'a dit qu'elle m'avait abandonnée, qu'elle ne voulait pas. » « Non. » La réponse de Marthe fut féroce. « Ne crois jamais ça. Elle t'aimait plus que sa propre vie. Tout ce qu'elle a fait, chaque sacrifice qu'elle a fait, c'était pour te garder en sécurité. »
Avant que Sophie ne puisse assimiler cette révélation, Hélène sortit de la salle d'examen, son visage grave mais plein d'espoir. Le poison a été neutralisé, mais il aura besoin de temps pour récupérer. Sophie, il te demande. Alexandre était maintenant assis dans son lit, ayant l'air nettement mieux que sous le pont. La fièvre était tombée et ses yeux verts étaient vifs et alertes. Quand Sophie entra, il étudia son visage avec une intensité qui la mettait mal à l'aise et étrangement en sécurité à la fois. « La cicatrice sur ta main, dit-il sans préambule. Quand l'as-tu remarquée pour la première fois ?» Sophie toucha la marque par réflexe. « Je l'ai toujours eue. Les foyers d'accueil me disaient que c'était dû à un accident quand j'étais bébé, mais je ne les ai jamais crus. Ça ne ressemble pas à une blessure. »« Non !» acquiesça Alexandre, montrant sa propre main où la marque identique se détachait sur sa peau pâle. « Ce n'est pas une blessure. C'est un marqueur génétique extrêmement rare. Il n'apparaît que dans une seule lignée familiale, la nôtre. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, lourd d'implications. Les genoux de Sophie faiblirent, et elle s'effondra dans la chaise à côté de son lit. « Que voulez-vous dire ? Il y a 13 ans, commença Alexandre, sa voix chargée d'émotion, j'avais tout, un empire commercial prospère, une femme magnifique et une petite fille parfaite. Puis j'ai découvert quelque chose, une conspiration au sein de ma propre entreprise. Avant que je ne puisse la dénoncer, ils ont frappé. Une explosion dans mon bureau. Tout le monde pensait que j'avais disparu, y compris ma femme. Elle s'est enfuie, emmenant notre fille en sécurité. Mais ils l'ont retrouvée aussi. » Ses mains serrèrent étroitement le drap. Ou du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à ce soir. Le monde de Sophie bascula sur son axe. L'étrange familiarité qu'elle avait ressentie, les instincts protecteurs qui l'avaient poussée à l'aider, les cicatrices identiques, tout prenait soudain un sens terrible et merveilleux. « L'explosion n'a pas pris ma vie, » poursuivit Alexandre, tendant la main vers elle. « Mais elle m'a pris mes jambes, et tout ce que je chérissais. J'ai passé la dernière décennie à reconstruire ma force, à rassembler des preuves, à protéger ce qui restait de mon héritage depuis l'ombre, tout en croyant que ma fille était perdue à jamais. » Leurs cicatrices identiques se touchèrent lorsque leurs mains se rencontrèrent, et Sophie ressentit un choc de reconnaissance qui allait jusqu'à ses os. Dans son visage, elle pouvait voir des échos de ses propres traits, la forme de leurs yeux, la courbe de leurs mâchoires, l'arc de leurs sourcils. « Mais ma mère, » murmura Sophie, sa voix tremblante, « Marthe a dit qu'elle m'avait protégée. »« Elle l'a fait, » confirma Alexandre, des larmes coulant sur son visage. « Et elle est toujours en vie, Sophie, toujours cachée, toujours en train de se battre. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, il est temps de la ramener à la maison aussi. » À travers la fenêtre, la première vraie lumière de l'aube se levait sur Paris, peignant le ciel de nuances d'espoir. Sophie avait l'impression de se réveiller d'un long rêve pour entrer dans une réalité plus fantastique que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle n'était plus seulement une gamine des rues survivante au jour le jour. Elle était la pièce manquante d'un puzzle, l'héritière d'un héritage, la fille d'un homme qui n'avait jamais cessé de se battre pour récupérer ce qui lui appartenait. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de révélations et de préparatifs. La clinique, apprit Sophie, faisait partie d'un réseau souterrain de planques et d'installations sécurisées, maintenu par un groupe d'alliés loyaux qui n'avaient jamais cessé de croire en l'innocence d'Alexandre Delacroix. Hélène n'était pas seulement médecin, elle avait été la responsable de la recherche médicale chez Delacroix Industries avant que tout ne s'effondre. « Ton père développait des technologies médicales révolutionnaires », expliqua Hélène un après-midi, tout en vérifiant les signes vitaux d'Alexandre. Des traitements qui auraient pu changer des millions de vies, mais quelqu'un voulait utiliser cette recherche pour autre chose, quelque chose de dangereux. Sophie absorbait chaque détail de son passé comme une éponge, mais une question brûlait plus que toutes les autres. « Parlez-moi de ma mère », demanda-t-elle à Marthe pendant l'un de leurs moments tranquilles ensemble. Marthe sourit, sortant une vieille photographie de son sac à main. La femme sur l'image était magnifique, avec les cheveux noirs et le menton déterminé de Sophie. Elle se tenait à côté d'un Alexandre plus jeune et debout, tous deux rayonnant devant l'appareil photo. « Élise Delacroix », dit doucement Marthe, « brillante stratège financière, et la seule personne qui ait jamais vraiment compris toute l'étendue du travail de ton père. C'est elle qui l'a vu venir, ajouta Georges, les rejoignant. Elle a découvert la conspiration en premier à essayer de prévenir Alexandre. Quand ils n'ont pas pu empêcher l'explosion,
Elle a mis en œuvre un plan de contingence qu'ils avaient créé, dispersant les actifs et les recherches les plus précieux de l'entreprise dans un réseau complexe de comptes, cachés et de sociétés écrans. Le plan de secours ultime, poursuivit Marthe, un plan qui ne pouvait être pleinement accessible que par 3 personnes ensemble, Alexandre, Élise et leur héritière. Les marqueurs génétiques sur vos mains ne sont pas seulement des taches de naissance, ce sont des clés. Sophie toucha sa cicatrice d'un air pensif. C'est pour ça qu'ils nous pourchassent encore? Parce qu'ils ont besoin de nous 3 pour accéder à tout? En partie, dit Alexandre, se déplaçant dans la pièce avec son fauteuil roulant. Sa force revenait rapidement, et avec elle un esprit vif et stratégique que Sophie commençait à reconnaître en elle-même. Mais c'est plus que ça. L'épreuve que ta mère a cachée pourrait exposer des personnes très puissantes. Ils préfèrent nous garder séparés et impuissants. Sophie caressa le petit médaillon en argent qu'elle avait depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Le seul bien qu'elle n'avait jamais perdu ou échangé, peu importe à quel point les temps étaient désespérés. C'était le sien, n'est-ce pas? Celui de ma mère? Les yeux d'Alexandre se fixèrent sur le collier avec une soudaine intensité. Puis-je le voir? Sophie l'enleva et le lui tendit. Alexandre l'examina soigneusement, ses doigts parcourant sa surface avec une précision exercée. « Élise, murmura-t-il, femme brillante, brillante. » Avec une série de manipulations subtiles, la surface du médaillon se déplaça et cliqua, révélant non pas une photographie à l'intérieur, mais une minuscule puce informatique. « La première clé, souffla-t-il. Elle l'a laissée avec toi tout ce temps, la cachant à la vue de tous. Ta mère savait que même s'il te trouvait, il ne soupçonnerait jamais. » Sa voix se brisa de fierté et de tristesse. Hélène connecta rapidement la puce à un ordinateur sécurisé. Des lignes de données cryptées défilèrent sur l'écran, sans signification pour la plupart des yeux, mais le visage d'Alexandre s'illumina de reconnaissance. « Ce sont des coordonnées bancaires, » expliqua-t-il. « Des comptes d'investissement, des actes de propriété, des dépôts de recherche, mais ce n'est que la première couche. Nous aurons besoin des 3 marqueurs pour accéder aux données centrales, aux preuves qui pourraient tout changer. » « Mais comment trouvons-nous ma mère ?» demanda Sophie. « Si elle est toujours cachée, elle surveille, » dit Georges avec confiance. « Elle l'a toujours fait, et maintenant que ton père et toi êtes ensemble, elle saura que c'est le moment. » Comme en réponse à ces paroles, l'ordinateur d'Hélène sonna avec un message entrant. Le texte était bref et crypté, mais les mains d'Hélène tremblèrent en le décodant. Le cygne retourne au lac quand l'hiver dégèle. « C'est elle, » murmura Alexandre. « C'est notre code. Elle nous dit où nous rencontrer. » Sophie sentit un frisson d'anticipation. « Qu'est-ce que ça signifie ?»« L'hôtel du lac des Cygnes, » expliqua Marthe. « C'est là qu'Alexandre et Élise ont passé leur lune de miel. Il y a un pentouse caché là-bas, accessible uniquement par un ascenseur privé. Si elle nous contacte maintenant, elle sait que nous sommes prêts, » termina Alexandre. « Mais nous devrons être prudents. Les gens qui nous chassent surveilleront chacun de nos mouvements. » Sophie se redressa, sentant le poids de son héritage s'installer sur ses épaules. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, une lutte pour la justice et la vérité. La ruse des rues qui l'avait maintenue en vie pendant des années allait maintenant servir un but plus noble. « Alors nous devrons être plus malins qu'eux, » dit-elle, ses yeux verts, si semblables à ceux de son père, brillants de détermination. « Nous avons passé des années à nous cacher et à fuir. Peut-être est-il temps qu'ils fassent la course à leur tour. » Alexandre regarda sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. En quelques jours à peine, elle était passée d'une survivante des rues à une stratège digne du nom de Delacroix. Mais elle était encore si jeune et il avait déjà perdu tant d'années avec elle. « Ensemble, » dit-il fermement, prenant sa main. « Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferons face ensemble. » Les autres regardaient le père et la fille, leurs cicatrices, identiques semblant briller dans la lumière de l'après-midi qui traversait les fenêtres de la clinique. Les premières pièces du puzzle se mettaient en place, mais la partie la plus dangereuse de leur voyage ne faisait que commencer. Quelque part dans la ville, Élise Delacroix les attendait, gardant les clés finales de leur salut. Et cette fois, la famille Delacroix ne serait pas déchirée. L'hôtel du lac des Cygnes se dressait comme une sentinelle, étincelante au cœur de Paris,
sa façade art déco témoignant du luxe d'antan. Depuis leur point d'observation dans un appartement sécurisé à plusieurs pâtés de maison, Sophie et Alexandre étudièrent le bâtiment à travers des jumelles. Haute puissance. La sécurité a changé depuis mon époque, observa Alexandre, notant les ajouts subtils mais significatifs aux défenses de l'hôtel. Cartes électroniques, scanners biométriques, caméras avec reconnaissance faciale. Guillaume a été occupé. Guillaume ? Demanda Sophie, baissant ses jumelles. Le visage d'Alexandre s'assombrit. Mon frère, l'homme qui a orchestré tout cela, il a toujours voulu le contrôle de l'entreprise, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il irait si loin. Il se déplaça vers un système informatique complexe qu'Hélène avait installé. Il possède l'hôtel maintenant, ainsi que la moitié des propriétés que je contrôlais autrefois. Sophie assimila soigneusement cette nouvelle information. Donc nous entrons sur son territoire. C'est exactement ce à quoi il ne s'attendrait pas, intervint Hélène, entrant dans la pièce avec une pile de documents. Le lac des Cygnes est si évidemment lié à tes parents que Guillaume ne penserait jamais que nous essaierions réellement de l'utiliser. Son arrogance est sa faiblesse. Au cours de la semaine passée, Sophie avait suivi une formation intensive avec l'équipe. Marthe lui avait enseigné les subtilités de l'ingénierie sociale, tandis que Georges l'avait instruite dans l'art de la surveillance. Les leçons d'Hélène se concentraient sur les aspects techniques de leur plan, systèmes informatiques, protocoles de sécurité et le réseau complexe de transactions financières qu'ils devraient naviguer. Ta mère a choisi cet endroit pour une raison, expliqua Marthe, étalant les plans de l'hôtel. L'étage du penthouse contient un coffre-fort sécurisé que même Guillaume ne connaît pas. Ton père l'avait fait installer lors de la construction de l'hôtel, hors de tous. Les registres officiels. Sophie étudia attentivement les plans, son esprit vif cartographiant déjà les itinéraires possibles. Mais comment passons-nous la sécurité? Ne vont-ils pas reconnaître papa? Ils le feraient, sourit Alexandre, si j'y allais. Mais ce n'est pas moi qui y vais, c'est toi. La pièce tomba dans le silence alors que tout le monde se tournait pour regarder Sophie. Elle soutint leur regard fermement, des années de survie dans la rue lui ayant appris à ne jamais montrer de peur. Quel est le plan? Hélène ouvrit un élégant étui argenté, révélant ce qui ressemblait à un bijou coûteux, une pince à cheveux en forme de papillon ornée de diamants. Ceci est plus qu'un simple accessoire capillaire. C'est un ordinateur hautement sophistiqué qui peut contourner la plupart des systèmes de sécurité. Ta mère l'a conçu elle-même. Élise, tu as toujours eu un don pour cacher les choses à la vue de tous, dit fièrement Alexandre. Les ailes du papillon contiennent des microprocesseurs qui peuvent intercepter et cloner les signaux de sécurité. Une fois à l'intérieur, tu devras atteindre l'ascenseur de service au 40e étage. C'est le seul moyen d'accéder au penthouse. Caché. Sophie remonta ses cheveux, laissant Marthe l'aider à positionner la pince papillon. Et une fois dans le penthouse, ta mère aura laissé des signes que seul toi reconnaîtrais, expliqua Alexandre. De la même manière qu'elle t'a laissé le médaillon. Tu as hérité de son intuition, Sophie. Fais-lui confiance. Alors, que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la ville, l'équipe fit ses derniers préparatifs. Sophie changea pour une tenue qui la faisait ressembler à n'importe quelle adolescente aisée. Un jean de créateur, un pull en cachemire et des accessoires subtils, mais chers. « Souviens-toi, » prévint Georges, ajustant son oreillette. « Les hommes de Guillaume seront en train de surveiller, même s'ils ne s'attendent pas à nous. Tu devras être invisible en pleine vue. »« C'est une chose que je sais faire, » assura Sophie. Des années à éviter l'attention dans les rues lui avaient appris à se fondre dans la masse, à faire en sorte que les yeux des gens glissent sur elle sans la remarquer. Alexandre prit sa main, leurs cicatrices identiques alignées. « Ta mère et moi avions l'habitude de dire « Dans le jeu des ombres, la lumière est notre allié. » Nous ne nous sommes jamais cachés dans l'obscurité, Sophie. Nous nous sommes cachés dans une luminosité si aveuglante que personne ne pouvait nous regarder directement. Sophie serra sa main, la compréhension coulant entre eux. En quelques jours seulement, leur connexion était passée de rien à quelque chose d'inébranlable. « Je la trouverai, papa. Je trouverai la prochaine pièce du puzzle. » Marthe lui tendit un petit sac à main contenant des objets soigneusement sélectionnés. Une carte d'étudiant avec sa photo, mais un faux nom, une carte de crédit qui ne fonctionnerait que pour les 12.
prochaines heures et un téléphone qui ne pouvait pas être tracé. Au moindre problème, insista Hélène, tu actives le protocole d'urgence, pas d'héroïsme. Sophie hocha la tête, mais ils savaient tous qu'elle avait la détermination de son père. Elle ne faillirait pas, quels que soient les obstacles qu'elle rencontrerait. Alors qu'elle se préparait à partir, Alexandre la rappela une dernière fois. « Sophie, dit-il doucement, ta mère et moi, nous avons manqué tant d'années avec toi. Des anniversaires, des premiers jours d'école, tous les moments que les parents devraient partager avec leur enfant. Mais en te regardant maintenant, en voyant la jeune femme extraordinaire que tu es devenue malgré tout, je n'ai jamais été aussi fier. » Des larmes menaçaient de brouiller la vision de Sophie, mais elle les chassa d'un battement de paupières. Ce n'était pas le moment pour les émotions. Elle avait une mission à accomplir, une mère à trouver et un héritage familial à récupérer. Alors qu'elle sortait dans le crépuscule naissant, Sophie sentit le poids de son héritage s'installer autour d'elle comme une cape de détermination. L'hôtel du Lac des Cygnes se dressait au loin, ses fenêtres commençant à s'illuminer contre le ciel qui s'assombrissait. Quelque part dans cette tour étincelante, sa mère avait laissé un message, un indice, un chemin à suivre. Et Sophie était enfin prête à le suivre. Le hall de l'hôtel du Lac des Cygnes était une symphonie de marbre et de cristal, conçue pour faire sentir les gens ordinaires petits et les personnes importantes chez elle. Sophie glissa à travers comme si elle avait passé toute sa vie dans de tels endroits, ses baskets de créateur silencieuses sur le sol poli. La pince papillon dans ses cheveux transmettait un flux constant de données aux ordinateurs d'Hélène, tout en scannant simultanément les vulnérabilités de sécurité. « J'approche du premier point de contrôle », subvocalisa Sophie, sachant que le microphone sensible dans son oreillette capterait même le murmure le plus faible. Elle rejoignit un groupe de touristes se dirigeant vers les ascenseurs, se laissant emporter par leur bavardage excité à propos du célèbre restaurant sur le toit de l'hôtel. « Agent de sécurité à 3 heures », la voix d'Hélène crépita dans son oreille. « Il porte un scanner secondaire. Le papillon a besoin de 30 secondes pour cloner son autorisation de sécurité. » Sophie fit semblant de vérifier son téléphone, se positionnant là où la pince aurait le meilleur accès à l'équipement du garde. Les touristes s'engouffrèrent dans le premier ascenseur disponible, mais elle resta en arrière, prétendant être absorbée par son écran. « Autorisation clonée », confirma Hélène. « Prends le prochain ascenseur, seul, si possible. » Le prochain ascenseur arriva quelques instants plus tard, heureusement vide. Sophie y entra, appuya sur le bouton du 40e étage et attendit que les portes se referment. Alors que la cabine commençait son ascension, elle aperçut son reflet dans les miroirs. Une jeune femme confiante la regardait, sans aucune trace de la gamine des rues qu'elle était il y a quelques jours à peine. « Tu te débrouilles très bien, ma chérie. » La voix d'Alexandre se fit entendre doucement, exactement comme nous l'avons répété. Le 40e étage abritait les bureaux administratifs de l'hôtel, et à cette heure-ci, il était largement désert. Les chaussures de Sophie chuchotaient contre l'épais tapis alors qu'elle avançait dans le couloir, suivant le chemin qu'il avait mémorisé sur les plans. « Attends !» la voix urgente de Marthe intervint. « Mouvement devant. Quelqu'un travaille tard. » Sophie se glissa dans une alcôve juste au moment où une porte s'ouvrait plus loin dans le couloir. Une femme en tailleur en sortit, parlant rapidement au téléphone. « Oui, monsieur Delacroix, les rapports seront sur votre bureau demain matin à la 1e heure. »« Oui, monsieur, je comprends l'importance. » Le cœur de Sophie s'emballa. La femme parlait à Guillaume, son oncle, l'homme qui avait essayé de détruire sa famille. Elle se pressa plus profondément dans les ombres, respirant à peine jusqu'à ce que les pas de la femme s'évanouissent vers les ascenseurs principaux. « C'était trop juste, » marmonna Georges dans son oreille. « Mais ça confirme que Guillaume n'est pas dans le bâtiment. Continue d'avancer. » L'ascenseur de service était caché derrière une porte sans marque, qui nécessitait à la fois une carte clé et un code numérique. La pince papillon s'interfaça avec le panneau de sécurité, ses processeurs travaillant pour percer le cryptage. « Sophie, » la voix d'Hélène était tendue, « nous détectons une anomalie. Les protocoles de sécurité ont été mis à jour récemment. Le contournement prend plus de temps que prévu. » « Combien de temps ?» chuchota Sophie, consciente de son exposition dans le couloir. « 3 minutes, peut-être 4. » «
Tu devrais peut-être trouver une couverture. » L'esprit de Sophie tournait. À plein régime, évaluant les options. L'alcôve était trop loin pour l'atteindre sans être vue par les caméras de sécurité. Le bureau le plus proche était verrouillé. Puis, elle se souvint de quelque chose de ces années dans la rue. Parfois, la meilleure cachette était en pleine vue. Elle sortit son téléphone et s'appuya contre le mur à côté de l'ascenseur de service, prenant la posture universelle d'une adolescente ennuyée, attendant quelqu'un. Si quelqu'un passait, il verrait exactement ce à quoi il s'attendait. Une autre enfant privilégiée tuant le temps pendant que ses parents faisaient des affaires. « Fille intelligente », félicita Alexandre. « Ta mère faisait la même chose, se cachait en étant exactement là où les gens pensaient qu'elle devait être. » Finalement, le panneau de sécurité clignota en vert et les portes de l'ascenseur s'ouvrirent silencieusement. Sophie entra à l'intérieur, son cœur battant la chamade, alors que la cabine commençait son ascension vers l'étage caché du penthouse. Les portes s'ouvrirent sur un court couloir, se terminant par une seule porte. Contrairement à la sécurité, moderne en bas, cette serrure était purement mécanique, un système complexe de cylindres qu'aucun dispositif électronique ne pouvait contourner. « C'est ici que nous te perdons, ma petite, » dit Hélène à contre-cœur. « Le penthouse est blindé. Tu es seule à partir de maintenant. » Sophie s'approcha de la porte, l'examinant attentivement. « Papa, des indices ?»« Ta mère a conçu cette serrure, » répondit Alexandre. « Elle t'aura laissé un moyen d'entrer. Quelque chose que seul toi comprendrais. » Sophie passa ses doigts sur la surface de la serrure, sentant toute irrégularité. Près du bas, presque imperceptible à moins de le chercher, elle trouva une petite indentation. Elle avait la forme d'un papillon. « La pince » souffla-t-elle, comprenant soudain. « Ce n'est pas seulement un ordinateur, n'est-ce pas ?»« Ta mère disait toujours que la meilleure clé est celle qui sert plusieurs objectifs, » confirma Alexandre. Le papillon était son symbole préféré. Transformation, renaissance, liberté. Sophie retira la pince de ses cheveux et l'aligna avec l'indentation. Elle s'y adapta parfaitement. Avec une série de clics doux, la serrure se désengagea et la porte s'ouvrit. Le penthouse au-delà était figé dans le temps, préservé exactement tel qu'il était 13 ans auparavant. Des meubles drapés de drap blanc créaient des silhouettes, fantomatiques dans la faible lumière filtrant à travers les fenêtres. L'air était immobile, imperturbé depuis plus d'une décennie. « Je suis entrée », chuchota Sophie, bien qu'elle sût que son équipe ne pouvait plus l'entendre. Elle était vraiment seule maintenant, debout dans un espace qui contenait les souvenirs des derniers moments heureux de sa famille. Quelque part dans ce cliché préservé du passé, sa mère avait laissé la prochaine pièce de leur puzzle. Alors que Sophie s'enfonçait plus profondément dans le penthouse, elle ressentit une étrange sensation de déjà-vu, comme si ses pieds savaient où aller, même si elle n'était jamais venue ici auparavant. Dans l'obscurité croissante, la pince papillon dans sa main commença à émettre une faible lueur, projetant une douce lumière bleue qui semblait l'attirer vers l'avant. Sophie suivit ses indications, comprenant que son voyage était loin d'être terminé. Il ne faisait que commencer. Le penthouse était une capsule temporelle de souvenirs, chaque pièce contenant des fragments d'une vie violemment interrompue. Sophie se déplaçait dans l'espace guidée par la douce lueur bleue de la pince papillon, ses pas étouffés par l'épaisse couche de poussière sur les sols en marbre. Des photographies de famille bordèrent les murs, protégées sous des feuilles de verre. Le sourire radieux de sa mère, son père debout et fier, et un tout petit bébé qu'elle savait maintenant être elle-même. En entrant dans ce qui semblait être un bureau, la lumière du papillon pulsa plus fort. La pièce était dominée par un bureau massif sculpté dans une seule pièce d'acajou, sa surface couverte d'un drap blanc comme tout le reste. Sophie retira soigneusement le tissu, en voyant des particules de poussière danser dans la lumière éthérée bleue. La surface du bureau était vide, à l'exception d'un seul objet, un jeu d'échecs, ses pièces disposées en pleine partie. Sophie se souvint de quelque chose que son père avait dit pendant leur préparation. « Ta mère était grand maître aux échecs. Elle m'a appris qu'aux échecs, comme dans la vie, la reine est la pièce la plus puissante, mais le roi doit être protégé à tout prix. » Les pièces d'échecs étaient en cristal et en obsidienne, captant la lumière du papillon et la réfractant à travers la pièce. Sophie étudia soigneusement le plateau, notant qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une partie en cours. Les
Pièces étaient disposées dans un motif spécifique qui n'avait aucun sens en termes de jeu d'échecs réel. « La reine protège le roi », murmura Sophie pour elle-même, ramassant la reine blanche. La pièce semblait plus lourde qu'elle ne devrait l'être, et quand elle la retourna, elle découvrit que la base pouvait être dévissée. À l'intérieur se trouvait une petite clé faite du même matériau que son médaillon. Un clic doux résonna dans la pièce, et un panneau dans la surface du bureau glissa, révélant un compartiment caché. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir, ses pages remplies de l'écriture élégante d'Élise Delacroix. Les mains de Sophie tremblaient alors qu'elle l'ouvrait. « Ma très chère Sophie, disait la première page, si tu lis ceci, alors tu as retrouvé ton chemin vers nous, comme je l'ai toujours su. La force qui coule dans tes veines est la même. Force qui a maintenu notre famille en lutte à travers les générations. Il y a tant de choses que tu dois savoir, tant de choses que j'ai dû garder cachées pour te protéger. » Sophie s'assit dans le fauteuil du bureau, absorbant les mots de sa mère. Le journal détaillait les événements ayant conduit à la séparation de la famille, la découverte de la corruption au sein de Delacroix Industries, la trahison de Guillaume et le plan désespéré pour protéger non seulement les actifs de l'entreprise, mais quelque chose de bien plus précieux. « Les recherches que ton père menait n'étaient pas seulement des percées médicales, avait écrit Élise. Il a découvert quelque chose qui pourrait changer le monde, un moyen de rendre l'énergie propre et durable accessible à tous, indépendamment de la richesse ou du statut. Mais Guillaume et ses associés l'ont vu différemment. Ils y ont vu le pouvoir, le contrôle et le profit. Les pages contenaient une documentation détaillée, formules, diagrammes et coordonnées d'installations cachées où les recherches étaient stockées. Mais plus important encore, elles contenaient des messages personnels à Sophie, l'amour d'une mère préservé dans l'encre et le papier, attendant 13 ans pour être découvert. « Je t'ai regardé grandir de loin, » disait un passage. « J'ai vu ta force, ta résilience, ton esprit inébranlable. Chaque fois que je te voyais survivre à une nouvelle épreuve, mon cœur se brisait et gonflait de fierté en même temps. Tu es plus que notre fille. Tu es la clé pour que tout redevienne juste. » Un bruit venant de quelque part dans le penthouse ramena brusquement Sophie au présent. Elle photographia rapidement les pages du journal avec un petit appareil photo qu'Hélène lui avait donné, sachant qu'elle ne pouvait pas prendre l'original sans alerter la sécurité de Guillaume. Alors qu'elle travaillait, elle trouva une enveloppe scellée glissée entre les dernières pages. À l'intérieur se trouvait une lettre datée d'il y a tout juste une semaine. « Ma fille chérie, si tu lis ceci maintenant, alors tout se déroule comme je l'espérais. Ton père t'a trouvé et ensemble vous avez commencé à démêler les vices que j'ai laissés derrière moi. Mais le temps presse. Guillaume a commencé à soupçonner la vérité et il devient désespéré. Il y a encore une pièce que tu dois trouver avant que nous puissions être réunis. Dans le dressing de la chambre principale, derrière le 3e panneau à droite, tu trouveras un coffre-fort. La combinaison est la date qui a tout changé. Pas le jour où nous nous sommes perdus, mais le jour où tu es entré dans nos vies. Sois prudente, ma courageuse fille. Les hommes de Guillaume sont plus proches que tu ne le penses. Fais confiance. À ton instinct, il t'a maintenu en vie jusqu'ici, et il te guidera maintenant. Sache que chaque pas que tu fais nous rapproche d'être à nouveau ensemble. Avec tout mon amour, maman. Le cœur de Sophie s'accéléra alors qu'elle remettait soigneusement le journal dans sa cachette, s'assurant que tout avait l'air intact. Les pièces d'échecs brillaient dans la lumière du papillon, semblant l'observer alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Un autre bruit résonna dans le penthouse, plus proche cette fois, indéniablement des pas. Les instincts de Sophie, affinés par la rue, lui criaient qu'elle n'était plus seule. Quelqu'un d'autre avait accédé au penthouse, quelqu'un qui n'était pas censé être là. Se déplaçant silencieusement, Sophie se dirigea vers la chambre principale, sachant qu'elle devait atteindre le coffre-fort avant que celui qui était entré ne découvre sa présence. La lumière de la pince papillon s'atténua automatiquement, comme si elle sentait son besoin de discrétion. Le temps était compté, mais Sophie ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle était exactement là où elle devait être. Dans cet espace oublié, entourée d'échos du passé de sa famille, elle commençait enfin à comprendre qui elle était vraiment. Pas seulement une survivante, mais une protectrice d'un héritage qui pourrait changer le monde.
La chambre principale était une cathédrale d'ombre, la lumière de la lune filtrant à travers les fenêtres du sol au plafond pour créer des motifs abstraits sur les sols, couverts de poussière. Sophie se déplaçait comme un fantôme, comptant les panneaux dans le dressing tout en tendant l'oreille pour détecter tout bruit de mouvement de l'intrus. Le troisième panneau semblait identique à tous les autres, mais lorsque Sophie appuya doucement dessus, elle sentit le léger jeu qui indiquait un mécanisme caché. Le panneau s'ouvrit silencieusement, révélant un coffre-fort mural ultramoderne avec un clavier numérique. « Le jour où tu es entré dans nos vies », murmura Sophie, se souvenant de la lettre de sa mère. Son anniversaire, le 15 mars 2012. Elle entra les chiffres, 1503-2012. Le coffre-fort s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur se trouvait une seule clé USB, élégante et moderne, récemment placée, contrairement au contenu vieux de plusieurs décennies du journal. Sophie la glissa dans sa poche juste au moment où une lame de parquet craquait dans la chambre derrière elle. Elle se pressa dans les ombres les plus profondes du dressing, osant à peine respirer. Un faisceau de lumière balaya la chambre, une lampe de poche professionnelle, se déplaçant avec les mouvements précis de quelqu'un effectuant une recherche. Rien de dérangé dans le bureau, rapporta doucement une voix masculine, probablement dans un dispositif de communication. Je passe à l'examen de la chambre maintenant. L'esprit de Sophie tournait à plein régime. La chambre n'avait que 2 sorties, la porte principale et une paire de portes-fenêtres menant à un balcon. Le balcon était au 40e étage, mais elle se souvenait de quelque chose des plans qu'Hélène lui avait montrés. Une échelle de maintenance cachée derrière des panneaux décoratifs, conçue comme une voie d'évacuation d'urgence. Le faisceau de la lampe de poche entra dans le dressing. Sophie retint son souffle, se pressant contre le mur derrière un portant de vêtements de créateur de sa mère. Le faisceau passa à quelques centimètres de sa cachette. « Attendez », dit soudainement l'homme. « Le panneau du coffre-fort est chaud. » Sophie n'hésita pas. Elle jaillit de sa cachette, poussant le portant de vêtements vers l'intrus. Il trébucha, sa lampe de poche claquant sur le sol. Sophie plongea devant lui, roulant sur ses pieds avec la grâce fluide de quelqu'un qui avait appris le parcours sur les toits de la ville. « Nous avons un contact !» cria l'homme, atteignant quelque chose à sa ceinture. « Le sujet est dans la chambre principale. » Sophie sprinta vers les portes-fenêtres, sachant qu'elle n'avait que quelques secondes avant que les renforts n'arrivent. La pince papillon dans ses cheveux pulsa soudainement de lumière, et tous les appareils électroniques de la pièce s'éteignirent. La radio de l'homme coupant en pleine transmission, sa lampe de poche s'éteignant. « Qu'est-ce que... » commença-t-il. Mais Sophie était déjà passée par les portes et sur le balcon. L'air nocturne la frappa comme une force physique, la ville s'étendant en dessous dans une tapisserie scintillante de lumière. Les doigts de Sophie trouvèrent le loquet caché sur le panneau décoratif, révélant l'échelle de maintenance. Sans regarder en bas, elle se balança par-dessus la rambarde. L'échelle était vieille mais solide, conçue pour durer des décennies sans entretien. Sophie descendit aussi vite qu'elle l'osait, la clé USB un poids rassurant dans sa poche. Au-dessus, elle pouvait entendre des voix et voir des faisceaux de lampes de poche fouillant le balcon. 20 mètres plus bas, une plateforme de lavage de vitres s'étendait depuis le bâtiment. Sophie synchronisa soigneusement son saut, atterrissant sur la plateforme avec un bruit sourd étouffé. La pince papillon pulsa à nouveau et les commandes de la plateforme s'animèrent, répondant aux commandes qu'Hélène avait programmées dans les processeurs de la pince. Alors que la plateforme commençait sa descente, Sophie entendit une voix familière crépiter dans son oreillette, qui était restée silencieuse depuis qu'elle était entrée dans le penthouse. « Les systèmes de sécurité redémarrent », rapporta Hélène. « Quoi que tu aies fait là-haut a créé suffisamment d'interférences pour que nous puissions percer le blindage. Ton père fait une crise de nerfs, ici. Tu vas bien ?»« Je vais ?»« Bien, chuchota Sophie, regardant les étages défiler, alors que la plateforme la descendait en sécurité. « Mieux que bien. J'ai trouvé le message de maman et autre chose, une clé USB. Dis à papa que les hommes de son frère m'ont presque attrapé, mais que le tour du papillon de maman m'a sauvé la peau. » La voix d'Alexandre se fit entendre, tendue d'inquiétude et de fierté. Le papillon était conçu pour créer une impulsion électromagnétique en cas d'urgence. Ta mère a toujours pensé à tout. Reviens ici en sécurité, ma chérie. Nous nous occuperons de l'interférence de Guillaume bien assez tôt. La plateforme s'arrêta au 3e étage,
où Georges attendait dans un uniforme d'entretien. Il aida rapidement Sophie à enfiler une combinaison, la transformant en un simple membre de l'équipe de nettoyage. Ensemble, ils marchèrent calmement à travers l'entrée de service et dans la voiture en attente où Marthe était assise au volant. Alors qu'ils s'éloignaient, Sophie se permit enfin de respirer, normalement. Elle sortit la clé USB, étudiant sa surface lisse à la lumière des réverbères qui défilaient. « Maman savait que nous venions », dit-elle doucement. « Elle a laissé ceci récemment. Ce n'est pas que de vieilles informations. » Elle a toujours eu une longueur d'avance, acquiesça Alexandre à travers l'oreillette. Même Guillaume n'a jamais vraiment compris à quel point ta mère est brillante. C'est pourquoi il n'a jamais réussi à l'attraper. Sophie s'adossa à son siège, assimilant tout ce qu'elle avait découvert dans le penthouse. Les entrées du journal, le jeu d'échecs, la clé USB, des pièces d'un puzzle qui commençait enfin à prendre forme. Mais plus que cela, elle ressentait une profonde connexion avec la mère qu'elle n'avait jamais connue. Une femme qui avait tout sacrifié pour protéger sa famille et un rêve de rendre le monde meilleur. Les hommes de Guillaume vont surveiller l'hôtel encore plus étroitement maintenant, avertit Georges, alors qu'il naviguait dans le trafic nocturne de la ville. Nous devrons agir rapidement pour garder une longueur d'avance sur eux. Sophie toucha la pince papillon, toujours solidement fixée dans ses cheveux. Alors nous ferions mieux de ne pas perdre de temps, dit-elle, sa voix pleine de détermination. Maman nous attend, et j'ai 13 ans de câlins à rattraper. De retour dans la sécurité de leur appartement sécurisé, les doigts d'Hélène volaient sur son clavier, alors qu'elle travaillait à décrypter la clé USB. Sophie était assise entre les vieux amis de ses parents, enveloppée dans une couverture chaude sur laquelle Marthe avait insisté, tandis qu'Alexandre regardait la progression du décryptage depuis son fauteuil roulant. « Le cryptage de ta mère est incroyablement sophistiqué, » marmonna Hélène, ses yeux fixés sur les flux de code. Elle utilise un algorithme résistant au quantique qui ne devrait même pas exister encore. Élise a toujours été en avance sur son temps. La pince papillon, maintenant connectée au système d'Hélène, pulsait avec un rythme régulier. La pince fournit une partie de la clé de décryptage, expliqua Hélène. Ce n'est pas seulement un dispositif de sécurité, c'est une clé pour déverrouiller tout ce que ta mère a caché. Finalement, l'écran se remplit de fichiers, des centaines d'entre eux, chacun méticuleusement organisé. Mais ce qui attira l'attention de tout le monde fut un fichier vidéo daté d'il y a seulement 3 jours. Hélène cliqua dessus et le cœur de Sophie s'arrêta lorsqu'un visage apparut à l'écran. Un visage qu'elle n'avait vu que sur des photographies. Élise Delacroix était toujours belle, bien que ses cheveux noirs soient maintenant striés d'argent. Ses yeux, les yeux de Sophie, pétillaient d'intelligence et de chaleur. « Mes chéris », commença-t-elle, et Sophie sentit des larmes couler sur ses joues au son de la voix de sa mère. « Si vous regardez ceci, alors notre plan fonctionne. Sophie a trouvé son chemin jusqu'au penthouse, et notre famille est à un pas de redevenir entière. » Alexandre serra les accoudoirs de son fauteuil roulant, ses jointures blanches. « Oh, Élise » murmura-t-il. « Alexandre, mon amour » continua Élise, comme si elle pouvait l'entendre. « Tu t'es magnifiquement débrouillé. Trouver notre fille, la protéger, la préparer à ce qui va venir. Et Sophie, sa voix s'adoucit d'émotion. Ma courageuse et brillante fille, je t'ai regardé grandir de loin. Je t'ai vu surmonter tous les obstacles que la vie t'a lancés. Tu es tout ce que j'espérais que tu deviendrais, et tellement plus encore. » Sophie tendit la main vers celle de son père, leurs cicatrices identiques, alignées une fois de plus. « Mais nous ne sommes pas encore en sécurité. » L'expression d'Élise devint sérieuse. Guillaume a découvert quelque chose qui l'a rendu désespéré. Il ne se contente plus de contrôler les actifs de l'entreprise. Il a découvert l'existence du projet Aurore. Hélène eut un petit halètement. L'initiative d'énergie propre? Le projet Aurore n'a jamais été seulement une question d'énergie propre, expliqua Élise. Il s'agissait de liberté, une véritable liberté pour tous. Une énergie qui ne pouvait pas être contrôlée, qui ne pouvait pas être monopolisée, qui ne pouvait pas être utilisée comme une arme contre les pauvres et les impuissants. C'est ce que Guillaume craignait vraiment. Pas la perte d'argent, mais la perte de contrôle. La vidéo montrait Élise se déplaçant dans ce qui semblait être un laboratoire sophistiqué.
J'ai passé les 13 dernières années à compléter le travail d'Alexandre, à le raffiner, à le protéger. Le prototype est prêt. Mais les hommes de Guillaume se rapprochent. C'est pourquoi nous devons agir rapidement. Elle montra un petit appareil qui ressemblait à un smartphone ordinaire. Ceci est le cœur d'Aurore, le système de contrôle de tout le réseau, mais il a besoin de nous trois pour être activé. Nos marqueurs génétiques, travaillant de concert, sont le seul moyen de mettre le système en ligne en toute sécurité. C'est la garantie ultime qu'Alexandre a conçue. Le papillon vous guidera jusqu'à moi, poursuivit Élise. Il a recueilli des données, créant un chemin sécurisé à travers le réseau de surveillance de Guillaume. Mais vous n'aurez qu'une seule chance. Dans 48 heures, je déplace le prototype vers son emplacement final. Les chasseurs de Guillaume sont juste derrière moi. Sophie se pencha en avant, mémorisant chaque détail du visage de sa mère, chaque inflexion de sa voix. Les coordonnées finales sont cachées en pleine vue, à l'endroit où l'histoire de notre famille a commencé. Les yeux d'Élise brillaient d'un sens caché. Sophie, fais confiance à ton instinct. Tu t'es préparée pour cela toute ta vie, même quand tu ne le savais pas. Alexandre, mon amour, souviens-toi de notre première danse? La chanson détient la clé. La vidéo touchait clairement à sa fin, mais Élise avait encore une chose à dire. Mais chérie, nous avons perdu tant d'années, mais nous n'avons pas perdu ce qui compte le plus. Notre amour, notre force, notre détermination à remettre les choses en ordre. Dans 2 jours, nous serons à nouveau ensemble. Tous. Et alors? Elle sourit, et Sophie vit sa propre expression reflétée dans le visage de sa mère. Alors nous montrerons à Guillaume ce que la famille Delacroix peut vraiment faire. L'écran s'éteignit, mais la pièce resta silencieuse alors que tout le monde assimilait ce qu'il venait d'entendre. L'esprit de Sophie travaillait déjà, connectant les pièces du puzzle. L'endroit où l'histoire de notre famille a commencé, réfléchit-elle. Papa, où toi et maman vous êtes-vous rencontrés pour la première fois? Les yeux d'Alexandre s'illuminèrent de compréhension. Le musée du Louvre, dit-il doucement, lors d'un gala de charité. Nous avons dansé sur La vie en rose dans la cour carrée. C'est ça, s'exclama Hélène, ses doigts volant à nouveau sur le clavier. La notation musicale de la chanson, elle pourrait être convertie en coordonnées. Élise aurait modifié des notes spécifiques pour encoder l'emplacement. Mais Sophie pensait à autre chose, quelque chose qui la tracassait depuis qu'elle était entrée dans le penthouse. L'échiquier, dit-elle soudainement. Les pièces n'étaient pas disposées pour une partie. Elles étaient disposées comme des bâtiments sur une carte. Marthe étala une carte de la ville sur la table. Si nous superposons le motif de l'échiquier, sa voix s'estompa alors qu'elle commençait à marquer des positions. La position de la reine, souffla Alexandre. Elle marque l'emplacement exact où se trouve la cour carrée dans le musée. Georges, qui surveillait leur flux de sécurité, prit la parole avec urgence. Nous avons du mouvement dans les équipes de sécurité de l'hôtel. Ils se mobilisent, et je capte des conversations sur Guillaume qui arrive de Lyon. Il sait que nous nous rapprochons. La voix d'Alexandre était grave. Il surveillera le musée. Sophie se leva, sentant le poids de l'héritage de leur famille s'installer sur ses épaules. Alors nous devrons être plus malins que lui. Maman le déjoue depuis 13 ans. C'est maintenant notre tour. Hélène déconnecta la pince papillon et la rendit à Sophie. La pince a rassemblé toutes les données dont elle a besoin. Elle te fera passer tous les systèmes de sécurité que Guillaume a mis en place. Mais nous n'avons que 48 heures, rappela Marthe. Sophie regarda son père, voyant la même détermination dans ses yeux qu'elle ressentait dans son cœur. « Alors nous ferions mieux de commencer, » dit-elle. « Il est temps de réunir notre famille. » Les 24 heures suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs intenses. L'appartement sécurisé se transforma en centre de commandement, avec les ordinateurs d'Hélène traitant de grandes quantités de données, tandis que Georges et Marthe utilisaient leur vaste réseau de contacts pour recueillir des renseignements sur les mouvements de Guillaume. Sophie passa des heures à étudier la disposition du Louvre avec son père, qui connaissait le bâtiment intimement, grâce à ses années en tant que donateur majeur. La cour carrée a plusieurs points d'accès, expliqua Alexandre, son doigt traçant des chemins sur les plans. Mais connaissant ta mère, elle aura trouvé un moyen auquel personne d'autre n'aura pensé. Les tunnels de maintenance, suggéra Sophie, se souvenant de ses propres expériences de navigation dans les espaces cachés de la ville. Chaque grand bâtiment en a, et ils sont généralement négligés par la sécurité.
Alexandre sourit fièrement. Exactement ce à quoi ta mère aurait pensé. Les systèmes utilitaires du musée ont été mis à niveau il y a 10 ans, juste au moment où une mystérieuse société de conseil a remporté l'appel d'offres pour le projet. Hélène leva les yeux de ses ordinateurs. Laissez-moi deviner. La société était une société écran? Une de celles d'Élise, confirma Alexandre. Elle aurait modifié les plans pendant la construction, créant ses propres routes d'accès secrètes. La pince papillon avait révélé une autre surprise. Elle contenait des schémas détaillés des systèmes de sécurité actuels du musée, recueillis lors de la brève visite de Sophie au Penthouse. Maman savait que la pince collecterait exactement ce dont nous avions besoin, s'émerveilla Sophie. Elle avait tout planifié si soigneusement. La plus grande compétence d'Élise a toujours été la stratégie, dit doucement Alexandre. Elle pouvait voir 10 coups à l'avance, alors que tout le monde en était encore à planifier son prochain mouvement. C'est ce qui faisait d'elle une joueuse d'échecs si brillante. À l'approche du soir, Marthe revint avec plusieurs sacs d'équipements déguisés en achats ordinaires. Elle étala leurs outils sur la table à manger. Des dispositifs de communication sophistiqués, des brouilleurs de capteurs et un ensemble d'uniformes d'entretien du musée. Selon mes sources, rapporta Marthe, Guillaume est arrivé il y a 1 heure. Il a installé un poste de commandement dans les bureaux administratifs du musée, prétextant une menace crédible contre certaines des expositions. Du Guillaume tout craché, la voix d'Alexandre était amère, utilisant sa position de membre du conseil d'administration pour prendre le contrôle de la situation. Il a toujours aimé sa théâtralité. Georges, qui surveillait les fréquences de la police, ajouta sa propre mise à jour. Il a fait venir une sécurité privée, les positionnant dans tout le musée et les blocs environnants. Ils essaient d'être subtils, mais il y a définitivement un périmètre en train d'être établi. Sophie s'assit en tailleur sur le sol, l'échiquier du penthouse étalé devant elle. Elle avait recréé la position exacte de chaque pièce, étudiant le motif sous différents angles. « Il y a autre chose ici », murmura-t-elle. « Les pièces ne montrent pas seulement des emplacements, elles montrent le timing. » Hélène la rejoignit sur le sol, son esprit technique s'engageant dans le puzzle. Les pièces noires pourraient représenter les positions de sécurité et les pièces blanches. Des ouvertures, termina Sophie. Maman nous montre les failles dans leur couverture. Regardez, si nous suivons les mouvements traditionnels que ces pièces pourraient ne faire, elles créent des fenêtres d'opportunité. Alexandre s'approcha, ses yeux s'illuminant de compréhension. Le premier mouvement de la reine ouvre un chemin que les cavaliers ne peuvent pas bloquer. Élise nous dit exactement quand et où la sécurité sera la plus faible. Une notification sonna sur l'ordinateur d'Hélène et elle se précipita pour la vérifier. L'analyse de la notation musicale de La vie en rose par la pince papillon est terminée. Les coordonnées pointent vers une section spécifique des tunnels utilitaires sous la cour carrée. Mais nous devrons le synchroniser. Parfaitement, avertit Georges. Selon ces modèles de sécurité, nous aurons exactement 7 minutes entre les rotations des gardes. Sophie se leva, étirant les muscles tendus par des heures de planification. Et pour le prototype, comment transportons-nous quelque chose d'aussi précieux sans être remarqué? Nous ne le faisons pas, dit simplement Alexandre. Ta mère y aura pensé aussi. Le prototype que nous avons vu dans la vidéo était un leurre. Le véritable système Aurore sera caché en pleine vue, probablement déguisé en équipement d'entretien ordinaire. Marthe commença à établir leur chronologie sur un écran numérique. Le musée ferme au public à 21h. La sécurité fait sa première inspection complète à 21h30. L'équipe de Guillaume s'attendra à ce que nous fassions un mouvement après minuit, quand le bâtiment est le plus vide. Alors nous y allons plus tôt, conclut Sophie. Pendant l'inspection elle-même, quand ils sont concentrés sur les zones publiques. Nous serons déjà à l'intérieur, déguisés en agents d'entretien, faisant des vérifications de routine. Alexandre hocha la tête avec approbation. Guillaume n'a jamais compris la valeur de se cacher en pleine vue. Il cherche toujours les ombres, ne pensant jamais que quelqu'un pourrait choisir de se tenir dans la lumière. Le plan prenait forme, mais Sophie pouvait sentir le poids de ce qu'il s'apprêtait à tenter. Une erreur, un faux calcul, et ils perdraient leur chance de réunir leur famille et de protéger l'œuvre de toute la vie d'Alexandre. « Papa, dit-elle doucement, et si les hommes de Guillaume... » Elle ne put finir la phrase. Alexandre prit
Sa main, leurs cicatrices identiques alignées. Ta mère et moi ne t'avons pas élevée pour fuir les défis, Sophie. Nous avons peut-être perdu 13 ans ensemble, mais la force qui t'a fait traverser ces années, c'est l'esprit des Delacroix. C'est qui nous sommes. Les ordinateurs d'Hélène sonnèrent avec une autre alerte. Les vérifications finales du système sont terminées. La pince papillon est entièrement programmée et prête. Nous avons 18 heures avant la fermeture du musée. Sophie toucha la pince dans ses cheveux, sentant sa subtile pulsation d'énergie. Dans moins d'une journée, elle rencontrerait enfin sa mère, compléterait enfin le cercle de sa famille. Mais d'abord, il devait être plus malin qu'un homme qui avait passé 13 ans à essayer de détruire tout ce que les Delacroix avaient construit. « Alors nous ferions mieux de nous reposer un peu, » dit-elle, sa voix ferme et déterminée. « Et demain nous montrerons à l'oncle Guillaume ce qui se passe quand il sous-estime cette famille. » Le musée du Louvre se dressait majestueusement dans la lumière du soir qui s'estompait, sa façade de pierre calcaire brillant d'un éclat doré, alors que le soleil se couchait derrière la ligne d'horizon parisienne. Sophie ajusta son uniforme d'entretien, sentant le poids rassurant de la pince papillon soigneusement dissimulée sous une casquette réglementaire. À travers son oreillette, elle pouvait entendre la respiration régulière de son père et de leur équipe, chacun positionné selon leur plan méticuleusement élaboré. Point de contrôle de sécurité droit devant. La voix d'Hélène résonna clairement. Rappelle-toi, les données du papillon montrent un délai de 3 secondes dans leur système de reconnaissance faciale. C'est ta fenêtre. Sophie poussa son chariot d'entretien vers l'entrée du personnel, ses mouvements sans hâte et déterminés. Le garde jeta à peine un coup d'œil à son badge d'identification, un autre chef-d'œuvre d'Hélène, avant de lui faire signe de passer. La pince papillon pulsa une fois, perturbant silencieusement le scan de reconnaissance faciale avant qu'il ne puisse se terminer. « Je suis entré », subvocalisa Sophie, guidant son chariot vers les ascenseurs de service. « Papa ?» En position, confirma Alexandre. Il était dans l'aile administrative du musée, se déplaçant dans les couloirs avec l'assurance d'un membre du conseil, ce qu'il était toujours, techniquement. Guillaume n'avait jamais réussi à le retirer légalement de son poste, tout comme il n'avait jamais réussi à saisir légalement tous les actifs de Delacroix Industries. Le musée était dans cette période calme, entre la fermeture et le premier. Balayage de sécurité de l'équipe de nuit. Sophie passa devant quelques autres agents d'entretien, échangeant de brefs hochements de tête qui ne trahissaient aucun signe de reconnaissance lorsqu'elle vit Georges parmi eux, déguisé de la même manière. Les hommes de Guillaume se concentrent sur les galeries principales, rapporta Marthe depuis sa position dans le bureau de sécurité où elle avait obtenu l'accès en tant que consultante en système. Mais il y a une activité inhabituelle près de la cour carrée. Ils savent qu'elle est importante, même s'ils ne savent pas pourquoi. Sophie se dirigea vers le niveau du sous-sol, où les tunnels de maintenance s'étendaient sous le musée comme un labyrinthe de béton. La lumière de la pince papillon la guidait à travers l'obscurité, l'amenant vers des sections qui n'apparaissaient sur aucun plan officiel. Les modifications de maman sont incroyables, chuchota-t-elle, découvrant des passages cachés derrière ce qui semblait être des murs solides. Elle n'a pas seulement ajouté des tunnels, elle a créé toute une infrastructure secrète. Ta mère n'a jamais rien fait à moitié. La voix d'Alexandre portait une note de fierté. Quand elle a conçu ces passages, elle pensait des années. À l'avance, créant un réseau qui pourrait être utilisé exactement quand nous en aurions besoin. Sophie émergea dans un couloir étroit qui passait directement sous la cour carrée. Au-dessus de sa tête, elle pouvait entendre les pas des équipes de sécurité de Guillaume patrouillant sur les anciennes pierres. 7 minutes avant le premier balayage, rappela Hélène. Sophie, le point d'accès devrait être... Je le vois, interrompit Sophie, repérant un panneau de maintenance qui semblait légèrement différent des autres. La pince papillon pulsa plus fort à son approche. En examinant le panneau, Sophie remarqua quelque chose de familier dans sa conception. Les motifs des vis formaient une constellation, la même qu'elle avait vue sur les photographies de la nuit de sa naissance, brillant au-dessus de l'hôpital où elle était venue au monde. La ceinture d'Orion, souffla-t-elle, appuyant sur les vis dans la séquence correcte. Le panneau glissa silencieusement sur le côté, révélant une petite chambre baignée d'une douce lumière bleue. Eh bien, une nouvelle voix s'éleva derrière elle. Mon frère a toujours dit que tu avais la brillance d'Élise.
Sophie se retourna lentement pour se retrouver face à un homme qu'elle n'avait vu que sur de vieilles photographies. Guillaume Delacroix se tenait là, bloquant le couloir, flanqué de 2 gardes de sécurité. Il était impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, ses cheveux argentés et ses yeux verts si semblables à ceux de son père que cela lui fit mal au cœur. « Oncle Guillaume », Sophie garda sa voix stable, gagnant du temps alors qu'elle évaluait ses options. « Je me demandais quand tu ferais ton apparition. » Le sourire de Guillaume n'atteignait pas ses yeux. « Pensais-tu vraiment que je ne surveillerais pas cet endroit, que je ne reconnaîtrais pas le travail de ma propre belle-sœur ?» Il fit un geste vers la chambre cachée. Élise a toujours aimé ces passages secrets. « Alors tu sais pourquoi nous sommes ici, » dit Sophie, sa main se déplaçant imperceptiblement vers la pince papillon. « Pourquoi maman a tout caché de toi ?»« Ah oui, le projet Aurore. » La voix de Guillaume dégoulinait de condescendance. La grande vision d'Alexandre d'une énergie gratuite pour tous. As-tu la moindre idée de ce que cela ferait à l'économie mondiale? Du chaos que cela provoquerait? Tu veux dire le contrôle que cela enlèverait aux gens comme toi? Rétorqua Sophie. À travers son oreillette, elle pouvait entendre son père se mettre en position, mais elle devait continuer à faire parler Guillaume. Le contrôle maintient l'ordre, affirma fermement Guillaume. Ton père n'a jamais compris cela. Il voulait donner le pouvoir aux masses. Mais regarde ce qu'elles font avec le pouvoir qu'elles ont déjà. Il fit un pas en avant. Tu es tellement comme lui, si brillante et pourtant si naïve. Peut-être, acquiesça Sophie, ses doigts trouvant l'endroit exact sur la pince papillon qu'Hélène lui avait montrée. Mais je suis aussi comme ma mère. Avant que Guillaume ne puisse répondre, Sophie activa l'impulsion électromagnétique de la pince. Le couloir fut plongé dans l'obscurité alors que chaque appareil électronique à portée s'éteignait. Dans la confusion, Sophie se glissa dans la chambre cachée, entendant les cris frustrés de Guillaume derrière elle. La chambre était plus petite qu'elle ne s'y attendait, mais ce qu'elle contenait lui coupa le souffle. Sur un simple piédestal se trouvait ce qui ressemblait à un smartphone ordinaire, identique à celui que sa mère avait montré dans la vidéo. « Sophie !» La voix d'Alexandre crépita dans son oreillette de secours, fonctionnant sur une fréquence blindée. L'impulsion ne les retiendra pas longtemps. Tu l'as? Je l'ai, confirma Sophie, sécurisant l'appareil. Mais Guillaume est entre moi et le point de sortie. Alors il est temps pour le plan B, dit calmement Alexandre. Ta mère disait toujours que la meilleure voie d'évasion est celle que tes ennemis pensent impossible. Sophie leva les yeux vers le plafond de la chambre où un puits de maintenance menait directement à la cour carrée elle-même, un puits qui, selon les plans officiels, avait été scellé des décennies auparavant. « Telle mère, telle fille », murmura Sophie, atteignant l'échelle d'accès. Au-dessus d'elle, à travers des couches de pierre et de systèmes de sécurité, sa mère l'attendait. Et aucun oncle, aucune équipe de sécurité, aucun obstacle impossible ne l'empêcherait de compléter l'héritage de sa famille. Le puits de maintenance était un passage étroit, mais les années d'expérience de Sophie à naviguer dans les espaces urbains lui servirent bien, alors qu'elle grimpait vers la cour carrée. En dessous, elle pouvait entendre Guillaume organiser ses hommes, sa voix contrôlée trahissant une pointe de panique. Elle a le prototype, verrouillé toutes les sorties. Personne ne quitte ce bâtiment tant que cet appareil n'est pas récupéré. Sophie émergea à travers un panneau caché derrière l'un des anciens piliers de la cour, la pierre froide contre sa paume. La vaste salle était sombre à l'exception de l'éclairage de sécurité, projetant de longues ombres sur le bassin réfléchissant qui entourait la cour. « Je suis à l'intérieur de la cour », chuchota-t-elle dans son oreillette. « Hélène, quelle est ma fenêtre ?»« Les systèmes de sécurité redémarrent après l'EMP, » rapporta Hélène. « Tu as peut-être 2 minutes avant qu'il ne soit de nouveau en ligne. Le réseau de sécurité principal de la cour fonctionne sur un circuit séparé. Il sera opérationnel plus tôt. » Sophie se déplaça silencieusement à travers les ombres, le prototype bien sécurisé contre sa poitrine. Les pierres de la cour semblaient murmurer des siècles de secrets, en cachant maintenant un de plus dans leurs surfaces usées. « Regarde l'eau !» La voix d'Alexandre la guida. « Ta mère et moi avons dansé à côté de ce bassin il y a 13 ans. Le projecteur qui nous illuminait serait le point aveugle parfait dans les caméras de sécurité, » termina Sophie, comprenant. Elle se dirigea vers le bassin réfléchissant, utilisant les anciens piliers comme couverture. Un léger clic résonna,
Dans la cour, et Sophie se figea. « C'est assez loin. » La voix de Guillaume résonna clairement à travers l'espace. « Tu t'es admirablement bien débrouillée, ma nièce. Mais c'est fini maintenant. » Les lumières s'allumèrent brusquement, révélant Guillaume debout à l'entrée de la cour, flanqué de son équipe de sécurité. Mais Sophie sourit, car elle vit aussi ce que Guillaume ne voyait pas, une ombre se déplaçant derrière lui, familière et gracieuse. « Tu as raison sur un point, Guillaume. » Une nouvelle voix s'éleva, le faisant pivoter. « C'est fini. » Élise. Delacroix s'avança dans la lumière, aussi élégante et composée que dans son message vidéo. Ses cheveux noirs étaient sévèrement tirés en arrière, et elle portait les vêtements pratiques d'une conservatrice de musée, un déguisement parfait qui lui avait permis de se cacher en pleine vue toute la journée. Élise, la voix de Guillaume portait un mélange de triomphe et de méfiance. Finalement décidé de te joindre à notre réunion de famille? J'ai toujours été là, Guillaume. La voix d'Élise était calme, à te regarder déchirer tout ce que ton frère a construit. Tout ça parce que tu ne pouvais pas supporter l'idée que les gens aient un pouvoir que tu ne pouvais pas contrôler. Je protégeais notre héritage, s'exclama Guillaume. L'idéalisme naïf d'Alexandre aurait détruit tout ce que notre famille a mis des générations à construire. Non, Guillaume, la voix d'Alexandre résonna alors qu'il entrait en vue, depuis une autre entrée. Tu protégeais ton propre pouvoir. Le véritable héritage de notre famille a toujours été d'utiliser notre privilège pour aider les autres. Sophie observait le tableau se dérouler, la compréhension coulant en elle comme un courant électrique. Sa mère n'avait pas seulement conçu les passages cachés de la cour, elle avait chorégraphié toute cette confrontation, positionnant chaque acteur exactement là où il devait être. « Nous sommes 3 contre 1, Guillaume, » dit doucement. « Élise, les clés génétiques sont toutes ici. Aurore sera mis en ligne avec ou sans ton approbation. » La façade composée de Guillaume se fissura légèrement. « Tu penses que je suis venu sans préparation ?» Il sortit une petite télécommande, une seule pression, et chaque grand média reçoit la preuve que Delacroix Industries a mené des expériences illégales pendant des années. Votre précieux héritage sera de toute façon détruit. À ce sujet, la voix d'Hélène résonna dans les oreillettes de tout le monde, y compris celle de Guillaume, le faisant sursauter de surprise. Pendant que Sophie te tenait occupé en bas, j'étais occupé aussi. C'est incroyable le nombre. 2 portes dérobées qu'Élise a laissées dans les systèmes de l'entreprise. Ta preuve a été remplacée par quelque chose de bien plus intéressant, comme des mémos internes détaillant tes propres activités illégales. Le visage de Vicenzetti. Guillaume pâlit. Tu bluffes. Appuie dessus et tu verras, défia Sophie se déplaçant pour se tenir à côté de sa mère. Sa main trouva celle d'Élise, leurs marqueurs génétiques identiques se connectant avec une subtile chaleur. Alexandre s'avança pour les rejoindre, complétant le triangle. C'est fini, mon frère. Le choix maintenant est de savoir si tu termines, ceci avec un peu de dignité, ou si tu laisses tes propres crimes être exposés au monde. La télécommande trembla dans la main de Guillaume, alors qu'il regardait d'un visage à l'autre son frère qu'il avait essayé de détruire, sa belle-sœur qu'il avait déjouée pendant 13 ans, et sa nièce qui portait le meilleur de la force de ses 2 parents. Les autorités sont déjà en route. La voix de Marthe résonna dans les oreillettes. La sécurité privée de Guillaume se rend. Ils savent reconnaître une bataille perdue quand ils en voient une. Les épaules de Guillaume s'affaissèrent, alors que la télécommande glissait de ses doigts. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes sur le point de déclencher, » dit-il doucement. « Le monde n'est pas prêt pour ce genre de changement. » Le monde a toujours été prêt, rétorqua Élise. Ce sont des gens comme toi qui n'étaient pas prêts à abandonner leur pouvoir. Elle serra la main de Sophie. Mais la prochaine génération comprend ce pourquoi nous nous battons. Ils sont prêts à construire quelque chose de meilleur. Sophie se tenait droite entre ses parents, sentant le poids de leur héritage et la promesse de l'avenir couler à travers leurs mains connectées. Le prototype pulsait d'énergie, reconnaissant les 3 marqueurs génétiques qui l'attendaient. À l'extérieur des murs de la cour, des sirènes approchaient. Mais à l'intérieur des anciennes pierres, une famille se tenait réunie. Leur objectif, commun plus fort que toute force qui avait essayé de les séparer. La première lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les fenêtres de la cour, projetant leurs ombres sur le bassin réfléchissant. 3 silhouettes debout ensemble, enfin entières. Les jours qui suivirent la confrontation au Louvre passèrent dans un tourbillon d'activités.
Depuis une installation sécurisée, cachée sous l'une des sociétés écrans d'Élise, la famille Delacroix travaillait sans relâche pour mettre en ligne le projet Aurore. Le prototype, combiné à leurs 3 marqueurs génétiques, avait déverrouillé un réseau de nœuds d'énergie propre stratégiquement placés autour du monde au cours des 13 dernières années. « Ta mère ne s'est pas contentée de se cacher », expliqua Alexandre à Sophie, alors qu'il regardait Élise coordonner avec l'équipe d'Hélène. Elle construisait, préparait, s'assurant que tout serait prêt quand le moment viendrait. Sophie était assise en tailleur à côté du fauteuil roulant de son père, toujours étonnée de voir à quel point il semblait naturel d'être avec ses parents après tant d'années de séparation. « Mais comment saviez-vous que je serais prête, que je serais capable de gérer tout cela ?» Élise leva les yeux de son travail, ses yeux emplis de fierté. « Parce que nous t'avons vu, ma chérie, à chaque étape du chemin. Quand tu as aidé, ce couple âgé pendant la panne d'électricité l'hiver dernier, partageant ta nourriture alors que tu en avais à peine assez pour toi-même. Quand tu as organisé les autres enfants de la rue pour qu'ils se protègent mutuellement. Chaque fois que tu as choisi la compassion plutôt que l'amertume, nous savions que tu avais le cœur pour porter cet héritage. » L'installation bourdonnait, d'énergie, alors que les systèmes d'Aurore se mettaient en ligne un par un. Sur d'immenses écrans, ils pouvaient voir l'énergie propre commencer à circuler à travers des réseaux, auparavant dormants, fournissant de l'électricité à des communautés qui n'avaient jamais eu d'alimentation fiable auparavant. « Guillaume, tu avais raison sur une chose, » remarqua Georges, regardant les flux de données. « Cela va tout changer. »« C'est pourquoi nous avons dû attendre, » expliqua Élise, faisant une pause dans son travail pour rejoindre sa famille. Le monde devait être prêt pour ce genre de changement. Et il avait besoin de quelqu'un comme Sophie pour aider à guider ce changement. Sophie regarda sa mère d'un air interrogateur. « Que veux-tu dire ?» Alexandre sourit, tendant la main vers celle de sa femme et de sa fille. « Aurore ne concerne pas seulement la fourniture d'énergie gratuite, Sophie. Il s'agit de créer un nouveau type d'avenir. Un avenir où le pouvoir, sous toutes ses formes, ne peut pas être accaparé ou contrôlé par une élite privilégiée. Mais pour que cet avenir fonctionne, les gens doivent comprendre la responsabilité qui l'accompagne. C'est pour ça que vous m'avez laissé dans la rue, » réalisa Sophie, la dernière pièce se mettant en place. « Pas seulement pour me cacher de Guillaume, mais pour s'assurer que je comprenne ce que signifie n'avoir rien. Pour savoir de première main pourquoi c'est si important. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. « Te laisser a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais je savais que si nous réussissions, si nous pouvions te rendre ton droit de naissance, tu l'utiliserais sagement parce que tu comprends les 2 côtés de la médaille. » Les écrans montraient l'impact d'Aurore s'étendant à travers les continents, des lumières s'allumant dans des villages reculés, des hôpitaux recevant des approvisionnements électriques stables, des infrastructures durables prenant vie dans des endroits qui avaient été laissés pour compte par les compagnies d'électricité traditionnelles. Marthe entra dans la pièce avec une tablette affichant les gros titres de l'actualité. L'arrestation de Guillaume est maintenant publique. Les preuves qu'Hélène a découvertes ont ouvert une enquête complète sur ces transactions. Le conseil d'administration de Delacroix Industries est en chaos. « Bien, » dit fermement Alexandre. « Il est temps pour un changement là-bas aussi. » Il regarda sa fille d'un air significatif. L'entreprise aura besoin d'une nouvelle direction. Quelqu'un qui comprend à la fois le privilège du pouvoir et la responsabilité qu'il implique. Sophie se leva et marcha vers l'écran principal, regardant le réseau d'Aurore continuer à s'étendre. Elle pensa aux enfants qu'elle avait laissés derrière elle dans la rue, à toutes les personnes qu'elle avait rencontrées qui luttaient quotidiennement juste pour garder leurs lumières allumées. « J'aurais besoin d'aide, » dit-elle finalement. « J'apprends encore. »« Tu nous auras, » assura Élise, venant se tenir à côté de sa fille. « Nous tous. La vision de ton père, mon esprit stratégique et ton cœur, ensemble, nous pouvons nous assurer qu'Aurore devienne tout ce qu'il était censé être. » Hélène s'exclama depuis son poste. « Les derniers nœuds sont en ligne. Le système est stable et autonome. » L'installation éclata en acclamations, mais Sophie resta concentrée sur les écrans, regardant les points de lumière se répandre sur la carte mondiale comme des étoiles apparaissant dans un ciel du soir. Chaque lumière représentait l'espoir. L'espoir pour une communauté, pour une famille, pour un avenir où la technologie servirait tout le monde équitablement. « Il y a encore tellement à faire, »
dit-elle doucement. Alexandre s'approcha pour rejoindre sa femme et sa fille. Il y en a toujours, c'est ce qui en fait la peine. Élise passa un bras autour des épaules de Sophie. La partie difficile n'est pas terminée. À bien des égards, elle ne fait que commencer. Mais cette fois, nous y faisons face ensemble. Sophie se blottit dans l'étreinte de sa mère, sentant la présence stable de son père à côté d'elle. Après 13 ans de séparation, de cachette, de survie et de préparation, la famille Delacroix était de nouveau entière. Et ils avaient du travail à faire. 1 an plus tard, Sophie se tenait à la tribune du Centre Delacroix pour l'innovation durable nouvellement rebaptisé, s'adressant à une foule de journalistes internationaux et de leaders communautaires. Derrière elle, les écrans muraux affichaient des données en temps réel du réseau mondial du projet Aurore, montrant comment l'énergie propre transformait des vies à travers le monde. Il y a 1 an, commença-t-elle, sa voix claire et confiante, je vivais dans les rues de cette ville, me demandant d'où viendrait mon prochain repas. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non seulement comme l'héritière de Delacroix Industries, mais comme quelqu'un qui comprend exactement pourquoi notre travail est important. Au premier rang, Alexandre et Élise étaient assis ensemble, leurs mains jointes, regardant leur fille avec une fierté indéniable. L'année écoulée avait été difficile. Restructurer l'entreprise, mettre en œuvre Aurore dans le monde entier, gérer les répercussions politiques et économiques d'un changement aussi massif. Mais ils y avaient fait face en famille, chacun apportant ses forces uniques à la tâche. Le projet Aurore n'a jamais été seulement une question d'énergie gratuite, poursuivit Sophie, faisant écho aux paroles de son père d'il y a longtemps. Il s'agit de la liberté elle-même, la liberté de grandir, d'apprendre, de construire une vie meilleure sans être entravé par la rareté artificielle ou le contrôle des entreprises. Les écrans derrière elle passèrent à des images du monde entier, des enfants étudiants sous des lumières fiables pour la première fois, de petites entreprises prospérant avec une alimentation constante, des communautés se rassemblant pour gérer leurs propres réseaux électriques durables. Mais avec cette liberté vient la responsabilité, souligna Sophie, son regard balayant l'audience. C'est pourquoi la Fondation Delacroix a mis en place des programmes d'éducation et de formation dans chaque communauté où Aurore opère. Nous ne fournissons pas seulement de l'énergie, nous donnons aux gens les moyens de prendre le contrôle de leur propre avenir. Hélène, maintenant directrice de la technologie de la Fondation, sourit depuis son siège à côté de Marthe et Georges. L'ancienne équipe avait parfaitement transitionné vers leur nouveau rôle, leur loyauté envers la famille Delacroix, s'exprimant maintenant à travers leur dévouement à sa mission renouvelée. Beaucoup d'entre vous ont demandé pourquoi. Nous n'avons pas breveté la technologie d'Aurore. Pourquoi nous l'avons rendue open source et librement disponible, continua Sophie. La réponse est simple. On ne peut pas breveter la lumière du soleil. On ne peut pas protéger le vent par des droits d'auteur. Le pouvoir de la nature appartient à tous et maintenant, grâce à Aurore, la technologie pour l'exploiter aussi. Elle toucha la pince papillon dans ses cheveux, qui n'était plus nécessaire pour la sécurité, mais portée comme un rappel du voyage qui les avait amenés ici. Ma mère m'a appris que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce qu'on peut contrôler, mais dans ce qu'on peut libérer. Mon père m'a montré que le plus grand héritage que nous puissions laisser est celui qui élève les autres. L'audience écoutait attentivement alors que Sophie exposait la prochaine phase de la Fondation, l'expansion des initiatives éducatives, le développement de nouvelles technologies durables et la poursuite de l'élimination des barrières entre ceux qui avaient le pouvoir et ceux qui en avaient besoin. Il y a 1 an, je pensais être seule au monde. La voix de Sophie s'adoucit avec émotion. Maintenant, je sais qu'aucun de nous n'est jamais vraiment seul. Nous sommes tous connectés par nos besoins, nos rêves et notre potentiel à nous aider mutuellement à grandir. Après la présentation, la famille se rassembla dans ce qui avait été autrefois le bureau de Guillaume, maintenant transformé en un espace chaleureux et accueillant rempli de plantes et de lumière naturelle. Les papillons qui avaient été la signature d'Élise étaient subtilement incorporés dans la décoration. Un rappel du chemin qui les avait menés ici. Pas mal pour une gamine des rues, plaisanta Sophie se relaxant dans l'un des fauteuils confortables. Pas mal pour une Delacroix, corrigea doucement Élise, ses yeux brillants de fierté. Alexandre se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qu'il avait autrefois aidé à construire. Guillaume n'a jamais compris que la vraie richesse de notre famille
n'était pas dans nos comptes en banque ou nos avoirs d'entreprise. C'était dans notre capacité à faire une différence. En parlant de faire une différence, intervint Marthe, faisant apparaître un affichage holographique. La première promotion de notre programme pour les jeunes de la rue est prête à commencer ses stages. Sophie se pencha en avant avec enthousiasme. C'était son projet personnel, identifier des jeunes prometteurs issus de circonstances similaires aux siennes et leur donner les opportunités qu'ils méritaient. Combien cette année? 50, rapporta fièrement Georges. Tous brillants, déterminés et prêts à changer le monde. Hélène ajouta, et les nouveaux nœuds Aurore en Asie du Sud-Est sont prêts à être mis en ligne. Les communautés locales ont terminé leur formation et sont prêtes à prendre le contrôle de leurs systèmes énergétiques. Sophie regarda autour d'elle sa famille, pas seulement ses parents, mais tous, Marthe et Georges, qui avaient veillé sur elle de loin pendant tant d'années. Hélène, dont l'esprit brillant avait contribué à rendre Aurore possible. Et ses parents, dont l'amour et la vision avaient créé non seulement une nouvelle technologie, mais une nouvelle façon de penser le pouvoir et la responsabilité. « Vous savez, dit-elle pensivement, l'oncle Guillaume avait raison sur une chose. Aurore a tout changé, juste pas de la manière dont il le craignait. » Élise sourit, tendant la main vers celle de sa fille. Le changement peut être effrayant, mais il peut aussi être beau, surtout quand il vient d'un lieu d'amour. Alexandre les rejoignit, complétant leur cercle. Et c'est ça, ma chérie, le véritable héritage des Delacroix. Pas le pouvoir que nous avons exercé, mais la lumière que nous avons partagée. Par la fenêtre, le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de couleurs brillantes. Mais partout dans la ville, à travers le monde, d'autres lumières brillaient. Des lumières alimentées par Aurore, par l'innovation, par le rêve d'un père, la détermination d'une mère et le cœur d'une fille, qui avait appris à voir l'espoir dans les endroits les plus sombres. La famille Delacroix se tenait ensemble, regardant la ville s'illuminer à mesure que le soir tombait. Ils avaient perdu 13 ans, mais ils avaient gagné quelque chose de précieux en retour, un but qui éclairerait le chemin pour les générations à venir. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons